Monsieur Christian Bouchard, bonjour. Pour l'Inde, l'océan Indien et sa Méditerranée, la France est présente dans notre région via la Réunion et Mayotte. Les Américains sont également présents et la Chine a beaucoup d'ambition. Comment nos différents territoires peuvent-ils se positionner dans ce jeu de grande et moyenne puissance? C'est une excellente question. En fait, nous remarquons un changement important du contexte géostratégique de l'océan Indien depuis les années 2005 à 2008 avec la crise de la piraterie maritime en Somalie et l'arrivée donc de nouveaux joueurs qui bouleversent l'équilibre qu'il y avait dans les dernières 20 ans. Et cet équilibre, maintenant, donc, évolue vraiment de façon à totalement englober les petites îles. Et on voit apparaître ici et là dans l'océan Indien des nouvelles infrastructures ou des nouvelles utilisations d'îles pour des activités militaires. Vous avez nommé les Indiens, qui sont probablement en ce moment les plus actifs dans les îles de façon générale. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eux-mêmes leurs propres îles qu'ils sont en train de développer sur le plan militaire, les îles Andaman et Nicobar, les îles Lacadive. Il y a donc les Américains qui sont là depuis longtemps, qui ont aussi augmenté leur présence et leurs activités dans les îles, notamment donc à partir des Seychelles dans les dernières années, et les Français qui sont toujours là, bien sûr. Ce que l'on évoque de plus en plus, c'est l'arrivée des Chinois qui sont ici maintenant en permanence dans l'océan Indien avec leurs navires depuis 2008. On en parle beaucoup. Vous avez parlé des ambitions chinoises. Il reste à voir si cette présence est si importante qu'on veut bien l'affirmer. Ils sont bien là. Ils font des opérations contre la piraterie maritime. Ils ont des opérations aussi d'aide humanitaire avec des bateaux hôpital. Donc, en ce moment, ils sont aux Maldives pour aider dans la crise de l'eau à Malé. Ils ont participé très, très activement aux recherches du vol de la Malaysian Airlines. Donc, ils sont bien dans l'océan Indien. Ils ont déployé des sous-marins pour la première fois en 2014 dans l'océan Indien. Mais lorsqu'on regarde la situation dans les petites îles elles-mêmes, les Chinois, sur le plan militaire, sont très, très peu positionnés. On pourrait même dire qu'ils sont presque absents. Ils sont donc beaucoup du côté de l'économie. Donc, ils font une percée diplomatique, mais sur le plan donc de leur présence militaire, ça reste à voir. Voilà. On parle plus de rivalité que de complémentarité entre nos différents territoires. Comment la géostratégie peut permettre d'identifier et surtout de développer des actes de coopération économique et politique entre nos différents territoires? Oui, déjà, sur le plan de la géostratégie, c'est l'art de se positionner, l'art d'occuper. Et on dit que quand on occupe un espace, dans le sens fort du terme, on empêche les autres de l'occuper. Donc, sur ce plan-là, on pourrait penser que les militaires ne participent pas beaucoup à la coopération régionale, sont frileux de la collaboration. C'est pas ce que l'on trouve dans l'océan Indien, et spécifiquement dans le sud-ouest de l'océan Indien, où traditionnellement les Français ont été extrêmement actifs en coopération régionale avec les Fazoles qui ont des liens dans tous les pays de la zone, y compris Mozambique et Tanzanie, dans leur aire de responsabilité et dans toutes les îles donc, de la région. Maintenant, on trouve la même chose avec les Indiens, qui donc ont des accords de coopération militaire et même des accords de sécurité maintenant avec Maurice et les Seychelles. Maintenant, ce qu'il faut envisager, c'est comment ces différentes puissances qui s'intéressent aux mêmes îles peuvent cohabiter dans les mêmes îles. Pour l'instant, on voit qu'il y a une pression qui s'est faite sur les différentes îles. Par exemple, les Seychelles sont en plein milieu vraiment du jeu, on pourrait dire ça, depuis 2008. Ils ont vu arriver les Américains, ils ont vu arriver l'opération Atalanta de l'Union européenne. Ils ont offert leurs services pour accueillir les navires chinois. Les Russes leur ont demandé s'ils ne pouvaient pas venir aussi accoster à Victoria. Et les Indiens qui ont renforcé leur présence aussi, notamment dans la zone économique exclusive.
Donc, on voit que tous les acteurs ont convergé dans un même archipel. Et donc, il y a encore un flou, puisqu'on peut difficilement imaginer que les relations vont être égalitaires avec tous ces différents... Sur le plan militaire, ce sont plutôt des adversaires ou des concurrents, puisqu'on n'est pas en période de guerre. Et donc, il y a quand même des voies de collaboration. L'exemple de ce qui se fait sur la scène internationale dans la lutte contre la piraterie est un excellent exemple où, tranquillement, on a associé toutes les marines présentes dans des exercices conjoints donc au profit, effectivement, de la communauté internationale en général. Nos territoires sont très vulnérables face au changement climatique. La question du développement durable s'impose donc comme une priorité. Quels actes de coopération peuvent être mis en place entre nos différents territoires? On entend la coopération au niveau sécurité alimentaire, sécurité énergétique. Oui, ben voilà, la sécurité, c'est un thème très, très large. Donc, si on sort de la sécurité traditionnelle, celle qui se matérialise par l'action des militaires, donc qui est déjà importante et qui s'est renforcée avec la surveillance aérienne des zones maritimes. Et en fait, on a beaucoup travaillé dans ces dernières années au renforcement, ce qu'on appelle les renforcements des capacités des forces de sécurité des différentes îles. Donc, les organismes de garde côtière, les forces spéciales ont été équipés, entraînés largement par l'Inde, mais aussi donc par l'Union européenne qui a une mission, par exemple, aux Seychelles, etc., par les Américains qui ont fourni également du matériel et de l'assistance. Maintenant, si on veut sortir de ça et qu'on veut entendre le concept de sécurité par la sécurité humaine, qui couvre donc l'ensemble des besoins humains, c'est une question principale dans la zone de l'océan Indien. On dit souvent que l'océan Indien est à la fois donc cet espace qui émerge sur le plan géostratégique, mais aussi encore l'océan, on pourrait dire, des pauvres. On dit que c'est l'océan qui est entouré par, au moins depuis l'Inde jusqu'aux côtes africaines, par une grande région marquée en partie, pas seulement, mais en partie par la pauvreté, où effectivement, donc, il y a d'énormes besoins sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan de la sécurité énergétique. Et donc, ce sont des axes qui sont déjà exploités dans différents organismes. La COI est un excellent exemple de coopération à l'échelle micro-régionale. Donc, on peut envisager que dans le futur, ces questions sont des questions qui touchent l'ensemble des États. Donc, il n'y a pas un État tout seul qui peut y faire face. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Les petites îles ont bien joué leur carte de la spécificité depuis les années 90. Ils ont été reconnus comme étant donc des cas spéciaux à l'échelle internationale. On a maintenant tout un cadre international pour non seulement favoriser leur coopération ensemble, mais aussi pour soutenir leur développement. Et je pense que ce sont des exemples qui montrent que les structures sont en train de tranquillement non seulement d'être mises en place, mais de fonctionner et de faire avancer les îles dans la bonne direction. Dernière question, en fait, c'est la première question que j'aurais dû vous poser. Quelle est la définition que vous donnez de petites îles? Est-ce que vous comprenez micro-États comme Maurice, des micro-territoires ultra-périphériques comme La Réunion, ou Mayotte, ou des archipels? Parce que, bon, quelle est la définition que vous donnez? Oui, en fait, c'est une excellente question, celle-là aussi. Moi, j'ai proposé un acronyme qui n'a pas eu énormément de succès dans la littérature, mais qui s'appelle PETI, pour Petits États et Territoires insulaires. Et donc là, vraiment, on fait donc tout de suite référence au fait qu'il y a des archipels et des îles qui sont des États et qu'à côté de ces îles, il y a des voisins qui ont les mêmes dimensions, les mêmes contextes, on pourrait dire, environnementaux et souvent sociaux, mais qui sont partis de plus grands États, donc des territoires d'outre-mer. Et on peut difficilement séparer les deux puisqu'ils vivent dans une même région, ensemble, en voisins, et qu'ils doivent, de toute évidence, collaborer, travailler ensemble donc sur différents dossiers d'ordre régionaux. Et je pense que de là donc, l'obligation de tenir compte à la fois de ceux qui sont des États et ceux qui sont des territoires, ce qui ouvre des perspectives de collaboration plus intéressantes, puisque là, on réussit à fédérer toutes les îles d'une même région.
Et pour ce qui est maintenant des dimensions, certains ont proposé qu'après 1 million d'habitants, on n'est plus une petite île, qu'après 10 000 km², on n'est plus une petite île. J'avais déjà proposé que plus grand que la Nouvelle-Calédonie, on n'était plus une petite île, mais la Nouvelle-Calédonie est déjà une grande île. Donc il y a toutes sortes de définitions. Je pense que à la fois, il faut avoir une définition et une approche relativement ouverte. Donc, maintenant, est-ce que le Sri Lanka et Madagascar sont des petites îles? Bien, maintenant, certainement qu'ils ont passé toutes les catégories de grandeur, d'économie, de population, de territoire. Voilà. Merci, Christian. Ça marche. Un plaisir.